dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous avons fait une série spéciale pour les jeunes mariés parce que nous croyons qu'en tant que jeunes mariés, quelquefois, on a un petit peu besoin d'encouragement. On a suivi les cours avant le mariage, les préparations au mariage. Ça se voit que j'en ai pas fait. Préparation au mariage. Et puis, tout le monde a l'air d'imaginer qu'on file le parfait amour, que c'est génial. Tout le monde a l'air tellement heureux. Et puis nous, dans nos premières années de mariage, finalement, on est en train de vivre des défis. Tous les jours ne sont pas forcément faciles. Et on peut facilement se sentir un petit peu seul dans ces premières années et avoir peur quasiment de décevoir les autres gens en disant « bah non, nous, c'est pas parfait ». Et si c'est votre cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et je me souviens qu'il y a quelques temps, j'avais fait un petit sondage pour savoir comment sont passées vos premières années de mariage. Ça a été difficile ou alors pas de problème, etc. Et en fait, il y avait vraiment une nette majorité, une vraie majorité, Nadine, plus de 50% des gens qui avaient répondu que le début de leur mariage avait été difficile. Et je pense que c'est une réalité. Il y a des défis au début du mariage parce que c'est une des plus grandes aventures de notre vie et c'est un apprentissage, c'est une construction. On apprend tellement de choses au début du mariage qu'en fait, c'est sûrement une minorité qui entre dans le mariage comme s'ils avaient été mariés toute leur vie. La plupart d'entre nous avons des ajustements à faire. Alors, c'est normal. Il ne faut pas que ça nous fasse peur et ni que ça nous décourage parce que des fois, il suffit d'un simple ajustement et puis ça fait bien partir la machine pour des années. Et puis, le fait de ne pas avoir eu ce conseil, de ne pas avoir eu quelquefois aussi un enseignement, une correction, bah, ça fait qu'on va rester un petit peu chancelant pendant des années et des années. Puis c'est là qu'on se retrouve avec un vrai couple dysfonctionnel. Donc je veux aussi le dire, si vous êtes dans vos premières années de mariage et qu'il y a des choses qui ne sont pas encore parfaitement fonctionnelles, ça ne veut pas dire que vous êtes un couple dysfonctionnel. Ça veut dire que vous êtes un couple en construction. Par contre, c'est important aujourd'hui d'apprendre à faire fonctionner votre couple de manière saine et sainte pour justement ne pas en devenir ne pas devenir un couple dysfonctionnel dans les années à venir. Alors aujourd'hui, on va voir comment on va régler les petits et les grands problèmes. Les grands et les petits problèmes aussi, parce que souvent, on va parler des grands problèmes, les choses qui sont catastrophiques. Tu disais, Laure, on se marie pour le meilleur et le pire. Quelquefois, le pire, tu as l'impression que c'est une explosion nucléaire ou je sais pas quoi, mais quelquefois, le pire au quotidien, c'est du ménage, c'est une façon de parler, c'est le fait de pas, comme tu l'as dit Nadine, il y en a un qui est du soir, il y en a un qui est du matin. C'est au final des petites choses, mais qui peuvent devenir vraiment problématiques et puis hyper pénibles. Alors, je sais pas, vous, comment ça s'est passé au début de votre mariage? Je vais regarder Laure. Est-ce que Laure, vous avez dû vous ajuster et régler des petits problèmes? Eh oui, comme on fait aussi partie de ces gens-là. Mais oui, effectivement, c'est sûr que dans le mariage, en fait, ce qu'on a réalisé avec Sam, c'est que il faut que tu choisisses vraiment tes conflits, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où il y a des choses, oui, c'est important de vraiment, comment dirais-je, c'est important d'en parler, puis c'est important en tout cas, voilà, d'en parler. Mais il y a des choses, des fois aussi, que je pense qu'il faut aussi peut-être faire abstraction, qui sont pas forcément très nécessaires. Et je m'explique. Par exemple, j'ai vite remarqué que mon cher et tendre n'était pas un fan de l'organisation, n'était pas un fan de tout ce qui est ménage et tout ça. Et pour être honnête, au début, ça m'affectait un petit peu. Je me disais, là, moi, je range, je participe, comment ça? Toi, il faisait ce qu'il pouvait, mais voilà, mais c'était pas... Il le faisait pas très bien. Pas comme je Et en fait, dans le temps, j'ai réalisé que dans sa personnalité aussi, donc c'est pas pour le défendre, mais c'est vrai qu'on n'avait pas la même perspective des choses. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'allais voir, par exemple, le verre qui traîne quelque part ou l'assiette, tout ça, ça allait être dans mon champ de vision, puis ça allait être ma priorité. Lui, dans sa tête, en fait, c'est pas sa priorité. Il a autre chose dans la tête qu'il pense qui est plus important. Et en fait, j'ai juste compris que, OK, je pourrais... comment dire, je pourrais lui faire des reproches, puis lui dire voilà, mais finalement
qu'est-ce que ça va, excusez-moi, je patine un peu dans ma tête là, je cherche bien mon idée. Pas de problème, Laure, prends ton temps. Qu'est-ce que finalement, ça va me prendre beaucoup moins de temps de moi le faire, parce que moi je le vois, pour moi c'est comme ça, je le vois, ça fait partie de moi. C'est naturel. Voilà, que de lui être là derrière son dos à lui dire, écoute, tu peux arranger ça, s'il te plaît, tu peux arranger ça, et que oui, c'est vrai qu'il peut le faire, et que je pense qu'on est tous amenés à s'améliorer, puis voilà, faut pas non plus, bon, c'est bon, elle va le faire, voilà. Mais j'ai réalisé qu'en fait, en le faisant, il allait avoir moins de tension, on allait moins se prendre la tête, on allait garder une atmosphère de paix, et que finalement, c'est ça l'amour aussi, tu vois, je vais le faire. Puis, donc voilà, donc vraiment apprendre des fois à choisir nos petites disputes, nos petits conflits, que tout n'est pas forcément important. Mais c'est super important ce que tu es en train de dire là. En fait, ça me fait penser à un couple en particulier. En fait, l'idée, et tu l'avais dit en début de semaine, je crois, c'est qu'on est une équipe. Et c'est dans les petits et les grands problèmes, et surtout dans les petits problèmes, qu'on va se rendre compte, est-ce qu'on fonctionne comme une équipe ou on fonctionne en individuel. Si on fonctionne en individuel, c'est que non, moi je l'ai fait hier, aujourd'hui c'est ton tour. Mais si on fonctionne en équipe, je suis capable de comprendre comment l'autre fonctionne en fait. C'est que l'autre ne le fait pas sciemment non plus et que en fait, à la fin de la journée, il faut qu'on construise notre maison. Et je me rappelle un couple en particulier que j'étais en train de conseiller, puis je leur disais, c'est comme si il y a des gens qui sonnent à la porte et puis il y a de l'eau qui est par terre. On peut se disputer à savoir qui a renversé l'eau, et puis non, c'était toi, non, c'était moi, ou on doit nettoyer parce que les gens vont venir chez nous. Et quand ils vont venir chez nous, qu'ils vont trouver notre maison avec, qui n'est pas rangée, c'est notre maison qui paraît mal. Ce n'est pas moi ou c'était lui, c'était moi. Et en fait, l'idée, c'est pas de dire qu'on se défait de nos responsabilités et on fait porter à l'autre tout le poids, mais l'idée, c'est de comprendre l'autre et de se dire en fait que ces petites choses-là, on doit les affronter à deux. Parce qu'en fait, c'est ces petites choses, beaucoup plus que les grandes choses qui vont nous diviser. Parce qu'en fait, l'ennemi va commencer à travailler dans les petites choses pour nous dire « Ah, mais tu sais que c'est toujours toi qui fais. Ah, mais t'as pas remarqué ceci. Ah, t'as pas remarqué cela. » Et c'est comme ça qu'il construit une espèce de dialogue dans notre tête. Et c'est comme ça que tu vas te rendre compte que quand des gens arrivent, par exemple, pour vous rencontrer, pour vous présenter un problème, mais en fait, c'est comme la dame, elle a déjà tout un scénario. Mais tu dis, OK, ça, c'est le problème qu'elle présente, mais il y a tout un scénario derrière. Pourquoi? Parce que l'ennemi a déjà travaillé ses pensées, son cœur pendant longtemps. Et du coup, les choses qui se passent, c'est juste des raisons, en fait, qu'elle va évoquer pour expliquer un scénario qui est dans sa tête. Et donc, c'est pour ça que c'est super important. Des choses qui paraissent anodines, c'est important de les régler. C'est ces petites choses. Il ne faut pas minimiser les petites choses, mais comme Laure le dit, c'est aussi d'avoir une perspective, et ne pas faire des petites choses des grandes montagnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un verre à la fin de la journée. On va pas se défaire pour un verre. Donc, c'est important de tout en prenant des bonnes habitudes, parce qu'on est encore au début du mariage, on est encore dans les 5 premières années, on veut prendre des bonnes habitudes. Tout en prenant des bonnes habitudes, ne faisons pas non plus des montagnes pour des verres d'eau, en fait. Exactement. Et Laure, dans la même lignée, on a une question pour toi dans notre rubrique Allô les filles, #Allô les filles. Laurette demande, je ne sais pas comment dire à mon mari que ça m'énerve, qu'il ronfle. Et ça, c'est vraiment le genre de petits trucs. C'est pas une cause de séparation, mais ça peut venir miner l'ambiance d'un couple. Alors Laure, tu as cette grande responsabilité de répondre. Oui, Laurette, écoute, figure-toi déjà que je te comprends, parce que mon mari aussi. Laurette, en fait, c'est toi qui as posé la question. Laurette. Mais moi, ça va mieux, là, j'ai trouvé... moi, je mets un bouchon maintenant, puis on dirait que ça m'aide bien, mais je donnerai des petits outils à la fin pour t'aider, si tu veux, pour aider ton mari. Mais sinon, vraiment, oui, c'est vrai que... Bon, là, c'est le ronflement, mais des fois, comme tu l'as dit, Annabelle, il y a des choses qui, finalement, sont pas si graves en soi, mais que si on garde pour nous, finalement, peuvent venir nous ronger, amener une petite tension ou, tu sais, peut-être envie d'envoyer un petit pic, quelque chose, en fait, et que sur le long terme, ça peut vraiment devenir une montagne, comme on l'a dit, et en fait, c'est ce qu'on veut pas, quoi. Donc, je pense que, premièrement, c'est important, la communication, c'est sûr, et des petites choses comme ça, avant que ça devienne gros, de pouvoir l'exprimer, et de pouvoir le dire à ton mari. Et de te rendre compte aussi que
c'est sûr que lui, il ne réalise pas aussi qu'il ronfle peut-être. Il le fait pas exprès Ça, pour c'est t'embêter. Et c'est vrai que des fois, on va dessus dire ouais, mais lui, il peut rien là. Puis en plus, si tu lui dis pas, il en a aucune conscience, le pauvre. Donc toi, autant tu es en train de ruminer quelque chose à l'intérieur, puis lui finalement, il sait même pas ce qui se passe, il est même pas au courant. Donc c'est quand même à prendre du recul et réaliser, ok, bon là on parle du ronflement, mais ça peut être d'autres choses comme ça des fois, voilà. Donc prendre conscience aussi, c'est ça que ils sont pas forcément au courant ou autre. Et ensuite pour la communication, moi, je t'encourage vraiment, ou je vous encourage, s'il y a même d'autres choses dans le même domaine ou autre, à prier pour vraiment trouver les bons mots pour le dire à ton mari. Parce que c'est vrai que nous, on a notre façon de le dire, mais c'est pas toujours la façon dont notre mari veut l'entendre, en fait. Donc, vraiment, demander au Saint-Esprit de te donner les bons mots pour lui expliquer ce qui te gêne. Et peut-être même, finalement, tu vas lui dire que... Pardon. Peut-être même que tu vas lui dire, puis que finalement, ça va devenir un sujet de rigolade, tu vois, autant que tu vas être surprise, qui sait, c'est vrai, des fois, voilà. Et aussi, si c'est quelqu'un de plus susceptible, peut-être, prier aussi pour les bons mots et aussi pour le bon temps, parce que des fois, on n'est pas toujours dans le bon temps, on dit quelque chose, mais la personne, elle n'est pas du tout ouverte à recevoir quoi que ce soit, donc aussi avoir de la sagesse et être vigilante à voir si c'est le bon temps. Mm-hmm. Et puis et voilà, donc en gros ça c'est de base et c'est ce que je pourrais te dire, ou si vous vivez autre chose dans le même état d'esprit, quoi. Et je voudrais aussi lire le verset dans Hébreux 13:16 qui dit et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. De vraiment nous encourager, quelle que soit la chose, à être une bénédiction pour l'autre, à nous aider à nous faire grandir, à rester toujours dans l'amour, parce que finalement c'est ça qui va c'est ça l'amour, quoi. C'est ça qui va vraiment aider, plus que finalement ruminer ou ne pas dire les choses ou autre. Voilà, c'est ça. Et pour finir, pour des petits conseils pratiques, parce que même si tu lui dis, c'est pas pour ça qu'il va arrêter de ronfler. Hein, je veux dire, on peut lui dire, on peut en rire, mais aussi c'est bon d'avoir des petits conseils pratiques. Donc moi, pour ma part, je mets un bouchon dans l'oreille. Je pensais que j'aimais pas ça, mais finalement, ça s'adapte vraiment bien, donc ça m'aide beaucoup. J'en mets juste dans une oreille. Comme ça, je peux aussi entendre mes enfants s'il y a quelque chose, mais c'est parfait pour ça, pour les ronflements, pour atténuer le bruit. Sinon, j'ai vu qu'il existait plusieurs choses finalement pour les gens qui ronflent. Comme il y a des oreillers qui sont spéciales qui aident pour le ronflement. Il y a aussi des appareils buccales qui vont aider aussi à éviter le ronflement. Mais c'est vrai. C'est cool. C'est bon à savoir parce que peut-être qu'on le sait pas, tu vois, que les gens ne savent pas. Il y a aussi des sangles bizarrement qui se mettent autour. Ça crée d'autres problèmes, tu ronfles pas. Mais en tout cas, étouffé pendant la nuit. Mais après avoir avec ton mari, bien sûr, il ne faut pas lui imposer. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait des petites montres qui envoyaient comme un genre d'impulsion lorsqu'il y avait des ronflements. Du coup, ça passe un cri de douleur. Non, c'est vraiment bien fait. En tout cas, bon, voilà, ce sont juste quelques idées comme ça, au cas où tu n'étais pas au courant. Qui peuvent m'aider. Voilà, merci beaucoup Laure, pour tous ces conseils. Donc, si ton mari ronfle, tu peux l'électrocuter, l'étouffer dans un oreiller ou lui mettre une sangle. Je veux dire, c'est super, ça va tout régler comme problème. Merci beaucoup Laure pour tous ces conseils de maltraitance. C'est bon, on revient. Mais voilà, vous voyez, on rit des petits problèmes. Et c'est important, comme tu l'as dit, de pouvoir en rire et de pouvoir prendre du recul. Et parce que ça va éviter finalement qu'au bout d'un moment, ces petits problèmes deviennent des gros problèmes et un vrai irritant. Ça veut dire que là, on est dans les premières années du mariage. Oh bon, on tolère, ça nous fait pas rire, mais on tolère. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, regarde autour de toi, il y a plein de couples qui sont comme ça, malheureusement, plein de femmes qui sont amères et qui ne supportent plus leur mari. Ils mâchent, ça les énerve, ils respirent, ça les énerve, ils rient, ça les énerve. Tout ce que leurs maris font, ça les énerve parce que il y a eu un irritant qui était là et qui n'a pas été réglé. Donc c'est important de constamment pardonner aussi, de croire le meilleur et puis de trouver des solutions parce que vraiment peut-être que la solution ce sera
d'accepter en fait, d'accepter d'être heureuse avec ça ou malgré ça, puis de se dire bon, c'est énervant, mais je décide de trouver ça mignon. Comme ça, ça va m'aider à mieux le vivre. Mais c'est parce qu'il faut avoir la perspective sur le long terme. Se dire, c'est pas à cause d'un refoulement, c'est pas à cause d'une petite manie. C'est une manie qui est pas si grave que ça. Peut-être que, je sais pas, il a son manteau dans l'entrée, puis le porte-manteau est là, mais il a toujours son porte-manteau sur la chaise. Est-ce que vraiment on va se déchirer pour ça pendant les 20, 30, 40, 50 années à venir? Et puis, est-ce qu'à cause d'un manteau, on va se faire voler notre paix, on va se faire voler tous nos moments de complicité? Parce que juste quand tu rentres, je vois ça et ça m'énerve et j'arrive pas à prendre le dessus. Comme tu le disais, alors faut choisir nos combats. Et il y a des combats, franchement, je pense que ça vaut pas la peine de les mener. Et surtout, c'est ça. Et surtout que nous aussi, on a aussi des manies. On le sait peut-être pas, mais nous aussi, on a des petites manies et que notre mari, il passe par-dessus aussi ces manies-là. Et c'est important, comme tu dis, en fait, ces petites choses-là peuvent vraiment nous voler notre intimité au quotidien. Parce que en fait, je me dis, c'est que autant cette maison est ma maison, autant c'est sa maison à lui aussi. Autant, tu sais, des fois, c'est vrai, parce que des fois, peut-être en tant que femme, quelque part, c'est comme si c'est notre maison. Et lui, il habite dans notre maison. Il doit mettre les assiettes comme moi je veux faire. Mais non, c'est votre maison à vous deux, en fait. Et c'est de trouver cet équilibre à vous deux, vraiment, par rapport aux petites choses du quotidien, comme tu dis, parce que c'est des petites choses qui peuvent vraiment nous voler notre joie. Et dans Joël, il y a ce passage qui nous parle des sauterelles. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de sauterelle, de grillon, de criquet et de chenille, mais ce sont de petites choses, ce sont de petits insectes. C'est pas un lion, c'est pas un ours, ce sont des petites choses. Et quelquefois, on est négligent en fait envers ces petites choses. Et finalement, ces chenilles, ces sauterelles, grillons, criquets et chenilles ont détruit toute une récolte. Ça a amené la famine, ça a amené la désolation, ça a amené le désespoir à tel point où The peuple avait vraiment besoin d'une reconstruction, d'une restauration. Et puis dans notre couple, si on laisse ces petites choses venir dévorer, on peut se retrouver, oui, dans quelques années, avoir une récolte complètement dévastée, mais on se dit pourquoi il n'y a pas eu de lion qui est passé, il n'y a pas eu d'ours qui est passé, il n'y a pas eu de grosses choses qui sont passées. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Ce sont toutes ces petites choses qui sont venues dévorer petit à petit, dévorer notre paix, dévorer notre joie, dévorer notre amour quelquefois, dévorer notre complicité. Et puis on se retrouve complètement dépourvu au bout de quelques années. Pourquoi? Parce qu'on a été négligent envers ces petites sauterelles. Ça semblait rien du tout, ça semblait insignifiant. Mais ces choses vont faire leur travail dans votre couple, un travail de destruction. Et c'est pour ça, faut les détruire directement, faut les traiter et ne pas laisser ces petites choses devenir des grandes choses et puis demain se retourner et se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est complètement fait voler. Alors quand il y a une sauterelle qui passe, c'est facile de la traiter. Par contre, quand on laisse 1, 2, 3, 4 et puis finalement tout un troupeau, un essaim, beaucoup de sauterelles, ça devient critique. Alors c'est important de pouvoir traiter les petits problèmes dès le début, dès leurs racines, et peut-être que la façon de le traiter, je veux le redire quand même, avant qu'on passe au grand problème, peut-être que la façon de traiter le petit problème, c'est simplement d'arrêter d'en faire un problème et de décider ce n'est pas un problème. On peut vivre avec le manteau sur la chaise, on peut vivre avec un bruit de mastication un peu plus fort que la moyenne, on peut. C'est faisable et on peut même apprendre à en rire. Et il y a aussi les plus grands problèmes, des choses qui sont... c'est des plus grands problèmes. Par exemple, vous venez de vous marier et vous venez de découvrir que votre mari regardait de la pornographie, était addict à la pornographie. Ça, c'est un grand problème. Alors, on a deux choix. Est-ce qu'on va confronter le problème dans le but de trouver une solution ou alors est-ce qu'on va décider aussi de laisser ça de côté parce qu'on se dit si j'en parle peut-être que ça va tout détruire, peut-être que ça va détruire le mariage. Alors que faire quand on fait face à de grands problèmes? Mais je crois que pour les grands problèmes, autant pour les petits, c'est la même
pardon, c'est la même démarche. Laure a parlé de savoir parler, de savoir s'exprimer. Donc, savoir s'exprimer dans son couple, mais au bon moment, en fait. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on doit apprendre. Les 5 premières années, on est en train de parler des 5 premières années. C'est ces années où on se découvre. Et il faut savoir parler à l'autre. Il faut découvrir le tempérament de l'autre. C'est quand le meilleur moment pour lui parler des choses sérieuses. Et des fois, c'est étonnant de voir que des couples ne savent pas, en fait, quand se parler. Et c'est comme ça qu'il y a des disputes. C'est pas tant la situation, mais c'est que tu parles à l'autre à un moment où l'autre n'est pas disposé, où tu vois déjà que le terrain n'est pas propice. Et ce que tu es en train de dire, même si c'est bien, ça vient juste ramener de l'huile au feu, en fait. Et c'est important de savoir, on a parlé de l'honneur, et vice-versa, que un homme qui sait parler à sa femme, une femme qui sait parler à son mari, ça fait aussi partie de l'honneur, en fait. Et quand tu sais que tu connais l'autre, tu connais son tempérament, elle est fatiguée déjà, elle vient de, je sais pas moi, de finir sa journée de travail, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être c'est mieux le matin, ou peut-être c'est mieux le soir. Et en fait, quand on arrive à s'exprimer, parce qu'on a parlé aussi de l'importance de valoriser la transparence, s'exprimer dans son couple, dans les petites choses, va nous aider à nous exprimer dans les grandes choses. Va nous aider, en fait, parce que quand on sait s'exprimer, quand on a déjà l'habitude de parler, ça veut dire qu'on a une habitude d'échange, de réceptivité, de communication, en fait. Et ça va nous aider, même quand on va parler des grandes choses. Par exemple, une femme qui va venir parler à son mari, par exemple, par rapport à la pornographie qu'elle a vue dans son ordinateur, ça va pas être tourné dans une affaire de tu m'as espionné, ça va tourner dans une affaire, c'est vrai, en fait, oui, j'ai ce problème ici, et l'homme va pouvoir se confier, en fait, ça va tourner une affaire, écoute, moi, quand je vois ça, voici comment je me sens, moi, en tant que femme, quand tu fais ces choses-là. Et donc là, maintenant, on sait qu'on est dans la même équipe, comme on a parlé depuis le début de la semaine, et là, on peut parler, là, on peut bâtir, là, on peut même demander de l'aide, on va en parler demain, on va se sentir à l'aise de demander de l'aide, etc. Donc, je crois que c'est super important de savoir s'exprimer, de connaître, c'est pas tant ce qu'on dit, mais le ton avec lequel on dit, et le timing avec lequel on dit les choses. Ça, c'est 2 éléments vraiment importants qui vont nous aider à régler les petites choses, comme tu as laissé traîner ton manteau, je peux le dire, et puis tu as l'impression tu me prends pour un enfant, et puis voilà, nanana. Ou bien ça peut se dire avec un ton qui est bon ou un ton qui est mauvais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à développer. C'est vraiment bon ce que tu dis. J'aime vraiment ça. Puis vraiment, ouais, avoir au centre du couple l'amour et la grâce, quoi. C'est important que la personne se sente libre de dire les choses. Oui, peut-être qu'elle fait quelque chose qui n'est pas correct et tout ça, mais qu'on reste toujours dans l'amour puis la grâce, parce que c'est comme ça que ça peut porter du fruit, comme tu dis, peut-être amener à peut-être aller voir quelqu'un, d'être... Enfin voilà, c'est l'amour qui change à la fin de la journée. C'est ça. Puis aussi, au niveau des problèmes, moi, ce que je voulais apporter, c'était le côté, des fois, oui, il y a un problème, mais on peut amener à vouloir arranger les choses par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va faire des reproches. On va dire, toi, tu fais ça, mais on va se répéter, puis on va le redire. On va le redire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, ça va amener des tensions, mais moi, j'encourage vraiment les gens en plus à prier. Apportons ça devant le Seigneur, parce que finalement, la prière peut a plus d'impact que nos mots, quoi. Et finalement, des fois, on va dépenser même moins d'énergie à prier, à remettre la situation entre les mains de Dieu, plutôt qu'à s'acharner, à essayer de changer quelqu'un ou de dire, maintenant, tu vas arrêter ce que tu fais, tout ça. Et en plus, ça peut nous permettre de passer du temps avec Dieu, donc c'est jamais perdu. Et de dire que finalement, oui, on peut répéter les choses et s'acharner, et peut-être que la personne va essayer de faire un effort et changer, mais ça va être par ses propres forces. Ouais. Alors, pardon, je suis trop excitée de ce que je dis. Alors que lorsque tu vas prier, finalement, tu vas laisser le Saint-Esprit changer et aider la personne à changer. Donc, ça va vraiment être une conviction qui va venir chez la personne et qui va l'aider à changer. Et ça va plus être forcément par ses propres forces. Donc, ne négligeons pas la prière. C'est vraiment un outil indispensable dans notre vie de couple. Absolument. Et la prière, en plus, va, oui, et peut-être aider l'autre à changer, mais va aussi nous permettre de changer. Parce que peut-être qu'on n'a pas la bonne approche, on n'a peut-être même pas la bonne perspective. Peut-être qu'on a tort, tu vois, dans la façon dont on voit les petits, les grands problèmes. Ça se trouve, c'est nous qui avons un petit ou un grand problème dans notre façon de voir les choses. Et le fait d'amener le problème dans la prière, plutôt que de le confronter nous-mêmes avec nos propres forces, où on risque de faire des dégâts, ça va permettre au Seigneur de pouvoir aussi venir nous parler et nous permettre de nous ajuster, d'avoir la bonne attitude. Et si nous-mêmes, on a quelque chose à changer, de pouvoir le faire, parce que c'est facile, en fait, de dire à l'autre, c'est toi, c'est ta faute, c'est ta responsabilité, c'est toi le problème, etc. Mais quand on va dans la prière, quand on va devant Dieu, on est prêt à recevoir toute sa solution. Et souvent, quand on amène un problème devant Dieu, un problème relationnel, souvent, Dieu va nous montrer notre part de responsabilité à nous aussi, et va quelquefois nous dire, écoute, franchement, laisse
Là, c'est toi qui vois mal. C'est à toi de changer. C'est à toi de t'ajuster. Et ça, il y a que Dieu, quelquefois, qui peut nous le dire, parce que si c'est notre mari qui nous le dit, on va le prendre super mal, on va pas le recevoir. Et donc, oui, excellent conseil. Aller dans la prière, petit, grand problème, on va dans la prière. Et prier ensemble aussi, hein, parce que prier soi-même, mais prier ensemble. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire que par rapport aux grands problèmes, en fait, j'ai déjà vu, hein, des fois, tu peux avoir un grand problème, mais votre façon de le gérer, de le porter, quelqu'un d'autre va dire, mais comment vous avez fait pour traverser cette épreuve ? Mais vous l'avez traversée, pourquoi ? Parce que vous avez déjà cette habitude de prier ensemble, de se tenir par la main, en fait. Et ce problème ne va pas vous écraser. Il y a ce verset dans Cantique qui dit que les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Et en fait, c'est de se dire en fait qu'on se marie, on se met ensemble, on s'unit, et quand la vie viendra, ok, elle va pas nous submerger en fait, elle va pas nous renverser. Et ça, c'est ces engagements-là qu'on prend au début du mariage. Mais après, maintenant, dans le quotidien, comment on fait pour l'appliquer ? C'est justement si on a on se serre les coudes même par la prière va nous unir. Mais même dans notre attitude, dans notre quotidien, on se serre les coudes de manière à ce que quand on arrive devant un grand problème, par exemple, comme un chômage, ben, on a parlé que les finances, c'est une source de tension. Mais tu vas voir des couples qui ont un seul salaire, mais ils sont amoureux, ils savent partager le peu qu'ils ont, etc. Et d'autres couples avec les mêmes moyens, mais qui se disputent, qui se divisent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on comprend que ce problème de chômage, ce problème de manque de finances, ce problème de réduction salariale et tout, c'est pas toi qui veux pas travailler, c'est pas moi qui fais tout, c'est nous deux ensemble, en fait, qui devons faire face à ce problème. Alors, c'est vraiment important parce que la gestion qu'on va avoir, comme j'avais dit au début de la semaine, c'est notre gestion au quotidien de ces petits conflits, de ces grands conflits, de ces petits et de ces grands problèmes qui vont soit effriter notre amour ou le construire, en fait. Et aussi, par rapport aux gros problèmes, ça peut être toutes sortes de choses. Là, on avait pris l'exemple de la pornographie, mais ça peut être vraiment toutes sortes de choses. C'est le gros truc, boum, ça tombe dessus. Tu te dis, mais comment est-ce qu'on va faire pour s'en relever, pour se relever après ça ? Et certains d'entre vous, vous avez choisi tout simplement le déni, de faire comme si cette chose n'existait pas, parce que c'est un petit peu comme un géant qui est endormi aujourd'hui, et vous vous dites, bah, tant qu'on le réveille pas, ça pose pas de problème. Or, le géant est toujours là, et le géant respire, il menace de se réveiller à tout moment. C'est un volcan, c'est une menace constante sur votre couple, et que vous vous rendiez compte ou pas, ça pèse, ça vous pèse, et constamment, c'est quelque chose, vous y pensez, et vous organisez votre couple en fonction de ce géant qui est là au milieu de votre couple. C'est comme un énorme truc qui est au milieu de votre salon, et puis vous construisez toute votre maison autour de ça pour être sûr de ne pas le déranger. Mais en fait, c'est pas le problème qui doit dicter la manière dont vous allez vivre, c'est vous qui devez prendre le problème en main, que vous devez apprendre à parler à la montagne. Et pour ça, ça demande de la foi, ça demande de croire que oui, Dieu va agir, que Dieu va nous donner des solutions, Dieu va nous donner la force de pouvoir triompher, et de ne pas être comme l'armée qui fuyait devant Goliath, qui tremblait de peur à chaque fois que Goliath sortait. Goliath ne les attaquait même pas, juste Goliath se montrait et parlait, et ils tremblaient tous de peur. Mais être comme David, croire que j'y vais au nom de l'Éternel avec ce que j'ai, et je ne laisserai pas ce géant dominer ma vie, je ne laisserai pas ce géant menacer mon couple, je ne laisserai pas ce géant venir me dicter ce que ma vie sera. Nous avons la victoire sur ce géant. Alors vraiment, fortifiez-vous, prenez courage, fortifiez-vous dans la présence de Dieu, et allez affronter ce géant, et vous allez le terrasser en couple, et ce géant n'aura pas raison de votre couple. Et vous devez le terrasser aujourd'hui, parce que demain, quand tu se réveilleras, il sera encore plus fort que dans votre souvenir, et vous risquez à ce moment-là, comme Nadine l'a dit, d'être submergé, mais vous avez la victoire en Jésus-Christ. Alors ne laissez pas la peur vous faire fuir et vous faire plier le genou devant ce géant. D'accord ? Ok. Donc on va se retrouver demain pour une prochaine émission, et nous verrons comment nous pouvons demander de l'aide pour notre couple. À demain dans Parole de Femme.
Bonjour les amis, je suis au centre EMCI en plein chantier comme vous pouvez le constater et aujourd'hui je veux vous dire qu'il y a des projets pour lesquels on doit être heureux de participer. Il y a des causes pour lesquelles on ne saurait se faire prier. Alors rejoignez dès aujourd'hui les 3500 héros et faites partie de ceux qui écrivent l'histoire de l'évangélisation de masse via le centre EMCI. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.